Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à cette session numérique des GECO 2020 sur le thème « Google en sait-il plus que l'INSEE ?» C'est une session qui est organisée par l'AFSE, l'Association française de sciences économiques, qui rassemble les économistes en France, les professionnels du secteur. Elle encourage la diffusion de la recherche, la formation des jeunes économistes et entre autres activités, elle organise un congrès annuel et décerne des prix. Et donc cette session va se dérouler en 3 temps. D'abord, une remise de prix, celui des meilleurs livres d'économie. Ensuite, une intervention, non pas du directeur général de Google, mais de celui de l'INSEE, Jean-Luc Tavernier, qui nous dira si le géant américain du numérique en sait davantage sur nous que l'Institut national de la statistique et des études économiques, qu'il dirige depuis maintenant 8 ans. Et puis enfin, une autre remise de prix d'une nature différente, un peu plus académique, puisqu'il s'agit du prix de la meilleure thèse d'économie. Nous allons donc commencer avec la première série de prix, celle des meilleurs livres d'économie à destination des étudiants. Et je passe tout de suite la parole à Annie Cotte. Annie est professeure à Paris 1 et grande historienne de la pensée économique, celle qui a présidé le jury décernant ce prix. Alors Annie, comment ça s'est passé? Quel a été le processus? Et quels sont évidemment les lauréats 2020 du prix du meilleur livre d'économie? Bonjour à tous. Merci à Pascal Lemeraire d'avoir organisé les GECO dans ces conditions compliquées. Et c'est avec très grand plaisir que j'annonce ce matin les lauréats du prix des meilleurs livres d'économie pour 2019. Le jury d'abord. Le jury se composait cette année de Françoise Benamou de l'Université Paris 13, Sophie Brana de Bordeaux, Martine Carré-Talon de Dauphine, Jérôme Krill de l'OFC, Rémi Lecas de la Banque de France, Jean-Eudes Moncombe du Conseil français de l'énergie, Pascal Lemeraire, que tout le monde connaît, et Lionel Rago, et moi-même, évidemment. Nous sommes réunis 3 fois, une fois pour faire le tour des livres que nous pouvions éventuellement élire, une fois pour définir une shortlist, et enfin, une fois pour définir les lauréats de l'année. Comme souvent le choix a été difficile, mais nous sommes arrivés à une liste consensuelle de 3 ouvrages. Je ne vais pas faire durer le suspense. Et j'essaye de le partager l'écran, pardon. Voilà. Voici les 3 ouvrages. Alors, je les présente les uns après les autres. Nous avons, par ordre sur l'écran, le très beau livre que Jacques Mistral a publié chez Gallimard sur l'histoire des théories et des politiques économiques sous le titre « La science de la richesse, essai de construction de la pensée économique ». Jacques a été professeur à l'Université Paris 13, à Polytechnique, à l'ENSAE, à Harvard. Il a été conseiller économique de Michel Rocard et de Laurent Fabius et il a occupé des fonctions de cadre dirigeant et d'administration chez AXA et la BNP Paribas. La science des richesses est un essai impressionnant, érudit, très engagé, par lequel Jacques Mistral réaffirme le lien qui associe l'économie, la philosophie morale et l'action politique. Cela depuis 3 siècles et jusqu'à la crise actuelle des économies occidentales, dont il analyse les rouages et sur laquelle il propose des solutions. Ça, c'était donc notre premier ouvrage qui nous a tous passionnés. Deuxième ouvrage, tout aussi passionnant, la somme que Philippe Van Parijs et Yannick van der Bort ont publié à la découverte sous le titre « Le revenu de base inconditionnel, une proposition radicale ». Philippe Van Parijs est philosophe, économiste, sociologue. Il anime la chaire ouverte d'éthique économique et sociale à l'Université catholique de Louvain, a toujours travaillé sur les théories de la justice. Depuis le milieu des années 80, il défend en termes à la fois analytiques et politiques. Il a créé le Basic Income Earth Network en 1986. Il défend donc le principe d'un revenu de base inconditionnel et universel. Dans ce gros livre qui est rédigé en collaboration avec Yannick van der Bort, chargé de recherche au FNRS, Fonds national belge de la recherche scientifique, et qui est chargé de cours à l'Université catholique de Louvain. Nous avons primé cet ouvrage qui est destiné à devenir pour longtemps la référence incontournable sur ce débat tout à fait d'actualité sur le revenu universel. Enfin, le jury a décidé de primer le livre extrêmement utile et très très bien fait de Hubert Kempf, Économie des unions monétaires, institutions et politiques, qui est publié chez Economica. Hubert Kempf est professeur à l'ENS de Cachan. Il a longtemps travaillé pendant plus de 10 ans à la direction des études monétaires et financières de la Banque de France. Son ouvrage constitue une analyse fine, très pédagogique des unions monétaires, avec une définition originale.
Ils discutent à la fois les définitions des unions monétaires, les enjeux institutionnels, de politique économique, de géopolitique, de cette institution centrale dans la crise actuelle. Voilà donc nos 3 ouvrages primés, et j'ai le plaisir de laisser la parole aux 4 auteurs. Il y en a 2 qui vont se partager 5 minutes, chacun pour 5 minutes. Jacques, à toi d'abord. Est-ce que ça marche? Oui. Ça marche. Bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi de remercier d'abord le jury de la FSE et sa présidente. Merci Annie, et merci pour les paroles que tu viens de prononcer. Je suis vraiment très heureux de partager ce prix avec Philippe Van Parijs, un vieux complice, et Hubert Kempf. Je voudrais donc en quelques minutes, comme tu nous y invites, dire la signification que je donne à cette distinction. Ce qui n'a pu manquer de retenir l'attention de votre jury, évidemment, c'est que ce livre est une histoire de la pensée. C'est pourquoi je suis heureux de commencer en partageant cette récompense avec tous mes collègues, et je salue ici en passant en particulier mon ami Pierre Dockès. Je salue tous nos collègues qui font vivre cette spécialité, en considérant qu'elle constitue autant que la maîtrise de ses outils et de ses résultats les plus récents, une voie d'accès privilégiée pour saisir la fécondité de notre discipline et sa capacité à saisir la complexité du monde où nous vivons. Car il s'agit bien, à mes yeux, d'une discipline, c'est-à-dire d'une connaissance outillée, appliquée à un champ particulier d'activité humaine. Je le souligne parce que ceci, qui est parfois contesté, n'est pas une pétition de principe, mais c'est ce qui s'impose de manière très évidente à la lecture des grands anciens. Du moins, c'est ce qui m'a frappé en écrivant ce long parcours de 4 siècles. Depuis les mercantilistes jusqu'à la croissance endogène, de Smith à Marx, de Walras à Keynes, ils parlent manifestement tous de la même chose. Disons-le, prix et profit, emploi et capital. Ils cherchent à en percer les secrets en démultipliant les éclairages. Et à mes yeux, ce qui les unit est plus profond que les querelles d'école si souvent et si maladroitement mises en scène. C'est donc ce qui fonde, à mes yeux, de nouveau l'unité de cette discipline. Oui, nous avons besoin de Colbert et de Turgot, de Smith et de Marx, de Walras et de Keynes, sans oublier bien sûr Schumpeter, pour comprendre le monde où nous vivons. Cela dit, l'économie n'est qu'une partie de l'activité des hommes en société. Et l'économique entre nécessairement en dialogue avec les autres sciences sociales. Ce dialogue est ancien et riche avec l'histoire. Robert Boyer et moi-même avons commencé nos travaux dans cette perspective à la fin des années 70, en écrivant l'un des livres qui ont été considérés comme fondateurs de l'école de la régulation. Et depuis, je n'ai pas changé. Rien de ce que dit l'économiste ne mérite à mes yeux l'attention si son propos, son analyse, son modèle ne sont pas exactement contextualisés. Mais si le dialogue est naturel avec l'histoire, il n'en va pas toujours de même avec les autres sciences sociales, ce qui est, nous le savons bien, un sujet de frustration fréquent et important, en particulier pour les enseignants. Pour ma part, j'ai essayé de surmonter cette frustration en explorant une voie que je crois assez nouvelle et que tu as évoquée. C'est en quoi ce livre est un manuel, en partie, mais aussi un essai. Car c'est à mes yeux avec la philosophie politique que la pensée économique entretient le lien le plus étroit. Regardons Hobbes et mon chrétien, Locke, Montesquieu et Smith ou Turgot, Marx qui fait l'ensemble à lui tout seul, Tocqueville et Walras, et enfin au milieu du XXe siècle, l'influence de Keynes et de Rawls. Mettons-les en contexte et nous les voyons, chacun dans leur discipline, structurer des origines à aujourd'hui la compréhension de ce que nous appelons les temps modernes. Arrivé en ce point, et pour conclure, je ne peux qu'affirmer
l'existence d'une belle discipline, l'économique, diverse et rigoureuse, et récuser sa réduction à une science de l'efficacité, comme on le fait assez souvent. Cette dernière appellation n'est pas fausse, bien sûr, mais s'en tenir là, c'est mettre à nu ce qui manque cruellement à notre époque. Ce qui nous manque, ce sont les outils permettant de résoudre simultanément la crise économique et sociale d'un côté, la crise démocratique de l'autre. En bref, ce qui nous manque, c'est de penser l'articulation de l'efficacité et de la justice. Je m'étais promis de terminer en te donnant une occasion de passer à Philippe sans trop de difficultés. J'espère avoir réussi. Oui, Jacques, c'est parfait. Je voulais juste raconter une petite anecdote sur qui s'est passé à Davos il y a 2 ans, qui avait organisé pour la première fois une session sur le revenu universel et qui avait invité non pas Philippe, mais Guy Standing. Et l'animateur avait dit, eh ben, Guy, vous travaillez sur cette question depuis 40 ans, est-ce que vous allez merci de nous résumer vos travaux en 5 minutes, et c'est exactement l'exercice que vous allez devoir faire, mais à 2. Bon, alors je commence et je passe la parole à Philippe dans un instant. Tout d'abord, un tout grand merci, bien sûr, au jury du prix de la FSE pour cette marque de reconnaissance qui nous honore et qui nous honore d'autant plus que, bien sûr, nous estimons tous les deux, comme ça vient d'être rappelé par Monsieur Mistral, Philippe et moi, que le dialogue entre l'économie et les autres sciences sociales, mais aussi entre l'économie et l'éthique, entre l'économie et la philosophie, est d'une importance cruciale. Et je crois que Philippe en dira un mot dans un instant. Alors, ce livre que vous avez récompensé est le résultat d'années de travail au départ d'un ouvrage beaucoup plus succinct qui était paru en 2005 déjà à la découverte dans la collection Repères. Et ce point de départ nous a mené vers un volume beaucoup plus important, le livre qui est paru en 2019 à la découverte, qui est sorti 2 années avant aux États-Unis. Alors, bien sûr, entre 2005 et 2017-2019, un très grand nombre de choses se sont passées au niveau du débat sur le revenu de base, et c'est aussi cela qu'on cherche à refléter dans le livre. Alors, à cet égard, Philippe et moi, on tient aussi à remercier notre traducteur, Marc-Antoine Autier, parce que traduire un livre avec 2 auteurs francophones qui regardent par-dessus l'épaule, ce n'est pas évident. Notre éditeur, et en particulier le directeur de la collection L'Horizon des possibles, Laurent Jean-Pierre, qui a eu le courage de publier ce volume. Et nous étions particulièrement heureux de le voir sortir en France, pas seulement parce que nous sommes tous les deux francophones, mais aussi parce que le débat francophone et singulièrement français sur le revenu de base est, à mon avis, sans nul doute, le plus riche, le plus dense, le plus vivant pour l'instant. C'est parfois un débat tendu, parce que, par exemple, on a des versions Benoît Hamon à gauche, des versions plutôt à droite, voire néolibérales. Et notre espoir, c'est évidemment que ce livre contribue à informer le débat public, à lever des malentendus, à mieux saisir les enjeux d'un débat à propos d'une idée qui, certes, si elle est assez ancienne déjà, connaît une seconde jeunesse et malheureusement peut-être encore plus aujourd'hui en raison de la crise du Covid. Philippe, je te passe la parole. Ok, mais je vais rapidement y ajouter 2 choses simplement sur l'importance d'avoir fait ce bouquin à 2, en tandem. La première raison est la suivante, bien sûr, comme il s'agit d'une proposition de nature économique, c'est important de mobiliser une culture économique, de parvenir à dire quelle est à la fois la pertinence et quelles sont les limites de la théorie de la taxation optimale, des modèles économétriques, des randomized experiments, etc., etc. Mais en même temps, comme il s'agissait pour nous de produire un livre de référence fiable sur l'ensemble de la problématique, eh bien, il fallait aussi parvenir à situer les multiples propositions de revenu universel ou de choses qui ressemblent dans l'histoire. Il s'agissait aussi de faire comprendre les différents arguments philosophiques, parfois très différents, favorables ou au contraire hostiles à l'idée d'allocation universelle. Il s'agissait d'identifier les positions favorables ou négatives à l'égard de l'idée dans les mouvements sociaux, dans les formations politiques, dans de nombreux pays. Et pour faire tout ça, c'est utile d'avoir plus qu'un seul cerveau. En particulier, je dois dire, bon, quand on fait un livre qui est aux confins de qu'il soit un livre de philosophie, soit aux confins de la philosophie et de l'économie, on n'a pas besoin de faire beaucoup de fact-checking. La plupart
les faits qu'on évoque peuvent être imaginaires pour faire comprendre des arguments. Mais quand il s'agit de couvrir l'histoire, de couvrir les positions politiques actuelles, oh là là, alors là, il s'agit de regarder dans le détail, d'aller vérifier de multiples références pour savoir si c'était Tobin qui avait proposé l'impôt négatif avant Friedman ou l'inverse, etc., etc. Et pour ça, ma foi, c'était vraiment très important et crucial de pouvoir faire ça en tandem. La deuxième raison est plus spécifique à l'édition française. Bon, beaucoup d'entre vous auront publié des livres qui ont été traduits dans d'autres langues, mais des langues que nous ne parlons pas ou que nous connaissons très peu. Et alors, ma foi, on fait confiance aux traducteurs, on ne pourra pas aller vérifier l'édition chinoise ou l'édition coréenne de notre livre. Mais quand il s'agit de publier l'édition française du livre, c'est-à-dire un livre que nous avons rédigé en anglais dans une langue que nous maîtrisons moins bien et que c'est traduit dans ce qui est notre meilleure langue, notre troisième langue sans doute notre première langue alors que l'anglais est la troisième, ben alors même avec le meilleur traducteur du monde, on se dit à chaque page à de multiples reprises, ah non, ça, c'est pas comme ça qu'on l'aurait dit. Et là, il y avait un travail énorme à faire et dont Yannick s'est chargé. Et c'est pour ça c'est un plaisir et une récompense particulièrement appréciée que ce soit l'édition française de ce livre qui reçoivent bon, l'honneur d'être choisi parmi les livres d'économie de l'année. Ça veut dire que l'effort de rendre accessible d'une manière bien formulée, d'une manière dans laquelle nous nous retrouvions nous-mêmes, ce que nous avons mis des années effectivement à élaborer pour avoir un livre de référence fiable, que cet effort valait la peine d'être fait. Donc merci à l'Association française de sciences économiques et merci surtout à mon co-auteur d'avoir fait pendant des années ce gros effort en commun. Merci Philippe. Merci Yannick, merci Philippe de nous avoir emmenés en quelque sorte dans les coulisses de la fabrication de votre livre, et les coulisses qui sont ô combien importantes pour une œuvre de cette ampleur et de cette ambition. Troisième livre et donc quatrième auteur, je passe maintenant la parole à Hubert Kemp sur un sujet très différent puisqu'on est dans l'économie des unions monétaires. Bonjour à tous et d'abord merci au jury du prix de l'AFSE, merci à Annie de l'avoir présidé. Je suis très honoré de ce prix. Je crois qu'il est important de valoriser la publication de livres en français, en particulier de livres exigeants en économie. Je crois que former à l'économie nos concitoyens, mais aussi en particulier nos étudiants, est une tâche majeure qui rejoint à la fois la philosophie, la politique et l'éthique. Et donc, je suis très honoré de recevoir ce prix. J'ai un remerciement supplémentaire à Annie, c'est qu'elle en a très bien parlé du bouquin que j'ai écrit. Elle a parfaitement expliqué ce dont il s'agissait. C'est un livre qu'il faut qualifier de dense. Voilà. Et les lecteurs voudront bien comprendre ce que cache le terme de dense que j'utilise. C'est dense parce que pour moi aussi, cela résume un long travail de recherche et la rédaction même du livre a été longue, beaucoup plus longue, bien sûr, que je ne le pensais, mais aussi parce que le livre a gagné en ambition, et peut-être que le prix montre que je n'ai pas tout à fait manqué à mon objectif. L'idée de ce livre, ce que j'ai voulu faire, c'est une synthèse, effectivement, sur les unions monétaires. Il se trouve c'est assez logique qu'un macroéconomiste français s'intéresse aux unions monétaires, étant donné l'UEM, bien sûr. Et du coup, il y a, quand on regarde un petit peu les choses, il y a un effort de recherche qui a été considérable dans ces dernières années, en fait, ces dernières décennies. Et il m'a semblé qu'il valait la peine de faire le point là-dessus, d'autant plus parce je crois que les outils traditionnellement utilisés, ceux de la théorie des zones monétaires optimales, développés dans les années 60 dans un tout autre contexte, ne sont plus nécessairement ne sont plus suffisants pour comprendre ce qui se passe, alors que des unions monétaires, évidemment, nous avons le cas de l'UEM, mais nous en avons aussi beaucoup d'autres existantes,
qui ont été dans le passé, qu'il faut comprendre. Et puis, il y a aussi beaucoup de projets. Et donc, c'est un effort de synthèse que j'ai essayé de faire. Ce qu'il n'est pas, c'est une suite de monographies sur des unions monétaires. Et ce qu'il n'est pas en particulier, c'est un travail sur l'union monétaire européenne. J'y reviendrai. Disons que la thèse du livre, alors c'est un livre à vocation didactique, hein, je le revendique comme tel. J'espère moi aussi, je souhaite qu'il serve de livre de référence auquel les étudiants et les enseignants des questions monétaires, des questions européennes, des questions internationales en économie voudront bien se référer, utiliser pour leur cours ou pour leur compréhension. C'est aussi un ouvrage à destination des praticiens de la chose monétaire, les banquiers centraux, les économistes qui y travaillent, peut-être même les journalistes. Jean-Marc nous dira si ça peut lui être utile. Et grosso modo, le point important, c'est que cette synthèse, comme le rappelait, comme le disait Annie, a tout de même quelques originalités. Je développe des voies que je crois nouvelles, que je n'avais pas vues ou lues sur l'union monétaire. Je la présente comme un système monétaire international à part entière qui a à se poser, à résoudre, dont les responsables doivent se poser les problèmes et résoudre ces problèmes par des solutions nouvelles, qui sont les problèmes standards de n'importe quel système monétaire international, en particulier ce qu'on appelle le système monétaire international, c'est-à-dire le système monétaire mondial. Et du coup, c'est ce qui veut dire qu'il y a toujours des problèmes d'ajustement des balances des paiements. Ça reste un problème lancinant dans une union monétaire. Et voilà la tâche essentielle que doit résoudre une union monétaire. Et du coup, je termine en disant que l'union monétaire est un fait économique total. Et là, le clin d'œil vers les autres sciences sociales, j'espère que vous l'apprécierez. Enfin, je voudrais préciser que pour les lecteurs qui voudraient l'acheter et qui se trouveraient devant une rupture de stock, que je prépare une édition anglaise qui sera publiée chez Springer Verlag et qu'ils auront la possibilité, s'ils ne trouvaient pas la version française, eh bien d'acheter la version anglaise. Voilà. Merci Hubert, donc bravo aux 4 lauréats. Petite précision technique pour la session suivante, je vais leur demander de couper leur caméra pour des histoires de montage vidéo après du travail, pour passer maintenant dans le second temps de cette session. Celui qui a donné son nom, hein, Google en sait-il plus que l'INSEE, par Jean-Luc Tavernier. Alors cette question, elle a une petite histoire. Pour tout vous dire, Jean-Luc réfléchit sur la question depuis longtemps. Il était jusqu'en juin dernier président de l'Association française de sciences économiques, et le président termine traditionnellement son mandat par une prestigieuse conférence. Jean-Luc avait choisi de parler de ce sujet, sauf qu'une petite contrariété médicale appelée Covid-19 a entraîné l'annulation du congrès, et donc nous voilà sur ce sujet un peu plus tard et par d'autres moyens. Alors Jean-Luc est directeur général de l'INSEE depuis 2012, c'est un ex-NSAE, il a travaillé longtemps à feu la direction de la prévision du ministère des Finances, puis à l'INSEE. Il y a aussi un peu du cabinet ministériel des deux côtés. Et puis il a été directeur général de la COS, qui est la trésorerie de la Sécu. Il réfléchit depuis longtemps sur le sujet, sauf qu'il s'est passé au printemps un événement exceptionnel, un confinement brutal qui n'a pas seulement annulé le congrès de l'AFSE, les indicateurs traditionnels de conjoncture ne fonctionnaient plus, et les statisticiens de l'INSEE sont donc allés chercher d'autres chiffres, les cartes bancaires, les télécoms, et aussi chez Google, on a vu apparaître dans les notes de conjoncture de l'INSEE des graphiques nouveaux où les indicateurs de mobilité Google remplaçaient l'enquête bimestrielle INSEE commerce de détail. Voilà, et donc Jean-Luc va nous parler de ça. Dernière précision avant de te donner la parole, vous qui assistez à la conférence de manière virtuelle mais réelle, vous pouvez poser vos questions, je les récupérerai normalement sur mon petit iPad et je pourrai les transmettre à Jean-Luc. Nous avons un vrai temps de conversation qui est prévu. Alors, Jean-Luc, d'abord, pourquoi cette question? D'où vient-elle? Qu'est-ce qui t'a amené à réfléchir là-dessus?
Merci Jean-Marc, bonjour à tous. C'est un peu une séance de rattrapage du congrès qui n'a pas eu lieu, qui aurait dû se tenir à Lille, préparé par Jérôme Héricourt et ses collègues là-bas. J'espère vivement qu'il pourra avoir lieu en juin prochain, sous l'égide de la nouvelle présidente, qui est Valérie Mignon, et que je salue si elle est auditrice. Je ne sais pas si j'aurais fait exactement le même thème, parce que le public n'est pas tout à fait le même dans un congrès. Là, je fais quelque chose d'un peu plus vulgarisé, disons, et j'ai choisi un thème qui parlait à tous, parce que cette question, est-ce que avec Google, les GAFAM, les big data, on peut se passer des outils statistiques classiques, est une question qui nous interpelle nous-mêmes, statisticiens, et puis que j'entends de temps en temps. Alors, elle a été reprise, d'ailleurs, quand on googlise, elle a été reprise à partir d'une interview d'un chercheur de l'INRIA, qui dit, et les mots d'importance, Google en sait plus que l'INSEE sur la société française, mais ensuite, dans la suite de l'interview, il illustre par le fait que Google sait de quelle montre ou de quelle voiture ont envie les Français, entendu chaque Français individuellement. Et là, il faut tout de suite lever un malentendu, c'est-à-dire que Google d'un côté et l'INSEE de l'autre ont des entreprises privées d'un côté, un institut statistique de l'autre, ont des objets sociaux et des motivations totalement différentes. L'INSEE ne cherche pas du tout à savoir ce que fait et pense chaque Français pris individuellement. Ça ne nous intéresse pas. On construit de la statistique agrégée à partir, certes, de données individuelles, mais ce qu'on fait, c'est de la statistique agrégée. Google, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir de l'information individuelle, puisque c'est ça qui permet de le valoriser en ciblant par exemple la publicité. Ça n'a rien à voir a priori avec d'autres objets sociaux. Ça ne conduit pas forcément à une exploitation statistique, mais c'est vrai que d'où peut-être la confusion ou l'amalgame. C'est vrai que l'exploitation agrégée de données individuelles peut être un produit fatal, assez peu coûteux, porteur d'informations. Si tu veux montrer le premier graphique, si ton partage d'écran fonctionne, Jean-Marc, on verra qu'on laisse des traces numériques absolument partout et tout le temps, et qu'elle présente comme avantage… Ah, Oui, mon partage d'écran ne fonctionne pas. Je suis désolé, j'ai un problème technique. c'est ennuyeux. À ce moment-là, est-ce que je change de micro? J'en ai pour 2 minutes et je fais le partage d'écran à partir du mien? Il vaut mieux, oui. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah, écoute, Je suis désolé. Donc, nous avons un petit problème technique. Jean-Luc Tavernier a quelques images à nous montrer. Et donc, pour ça, il faut qu'il change d'ordinateur. Donc, restez évidemment à l'écoute. Voilà, ça fait partie des choses qui arrivent depuis qu'on travaille de cette manière. Ça m'est arrivé récemment en cours, alors que je donnais un cours, et j'ai dû faire la même opération. Voilà. On va y arriver. Voilà, Jean-Luc est en train de revenir et il va pouvoir reprendre son propos. Voilà, Jean-Luc, tu es à nouveau parmi nous. Voici, mon appartement n'est pas si grand que… Alors, je vais fermer l'autre. Voilà, vous êtes dans la vraie vie. Bon, Jean-Luc a mis un vrai habit, donc au moins on n'a pas de gag. Voilà. Hop. Ça y est, c'est fermé. On peut recommencer. Donc, je disais, en attendant que je trouve mon PowerPoint à partager, je disais donc qu'on était
bien un malentendu dans cette interview, c'est-à-dire le chercheur dit bien Google en sait sur les goûts de chacun des Français, mais ce qui a été repris et ce qui nous interpelle, c'est Google en sait plus que l'INSEE sur la société française. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut discuter. Et c'est ça que je souhaitais aborder, parce qu'il me semble que, ayant discuté du malentendu, ça ne disqualifie quand même pas totalement la question. Voilà. Alors, le premier graphique qui va arriver, il n'était quand même pas spécialement… voilà. Il arrive et… voilà. Est-ce que vous l'avez maintenant? Oui. Bon. Juste faire plein écran. Ok, donc je vous signalais juste que ces données qu'on peut trouver sur Google sont de disponibilité quasi instantanée. Elles ont un coût marginal nul, c'est un produit fatal. Et la charge de collecte aussi pour les répondants, ménages ou entreprises, n'existe pas, contrairement aux réponses à nos enquêtes. Et elle présente, au moins en apparence, l'avantage de sembler homogène d'un pays à l'autre et de faciliter les comparaisons internationales. Voilà le pourquoi de la question, Jean-Marc. Alors, dans les données, ces nouvelles données qui ont été utilisées, on pense d'abord aux données haute fréquence qui permettent de prévoir à court terme. Alors, que peut-on en dire? Qu'est-ce qu'on a appris? Alors, je vais peut-être commencer, parce qu'évidemment, la crise a un peu changé les perspectives. Comme tu l'as dit, on met maintenant dans nos notes, encore dans celle qui est parue hier à 18h, le dernier point de conjoncture, on met des indicateurs à haute fréquence qu'on ne mettait pas d'habitude, notamment des indicateurs de mobilité, je vais y revenir dans un deuxième temps. Mais peut-être je voudrais commencer par ce qu'on pensait avant la crise sanitaire, où on en était, parce qu'on exerce une veille en fait depuis plusieurs années à l'INSEE, notamment, mais pas uniquement côté conjoncturel, pour regarder sur la capacité des données qu'on peut moissonner sur le web pour faire notre métier. Et alors, je vais commencer par ce métier de faire des prévisions à très court terme, les notes de conjoncture, ce qui revient en fait à mesurer les phénomènes économiques en temps réel, puisque la première chose à prévoir, c'est le présent immédiat. On a consacré un dossier de l'INSEE Référence, l'économie française de 2017, à faire le point de différentes études faites à l'INSEE dans le cadre de cette démarche de veille ou faites à l'étranger sur les capacités prédictives de ce type de données. C'était un papier signé par Didier Blanchet et Pauline Givord. Alors, première étude qu'on peut citer, c'est une étude britannique qui montrait une corrélation très forte entre la recherche sur Internet, disponible par Google Trends notamment, de mots-clés comme unemployed ou job seekers allowance, donc les allocations chômage, et l'évolution du chômage elle-même, l'indicateur macroéconomique. Évidemment, cette corrélation, ça ne suffit pas, ça ne garantit pas un pouvoir prédictif. Et de fait, la même étude britannique montrait que ça ne marchait pas mieux pour prévoir le chômage à très court terme que le décompte administratif des demandeurs d'emploi dans les job centers au Royaume-Uni, qui est disponible lui-même assez vite, probablement pas en temps réel, mais chaque mois assez rapidement, où ça ne marchait pas mieux non plus que la réponse des entreprises aux questions concernant l'emploi dans les enquêtes de conjoncture usuelles. À l'INSEE, on a fait une étude un peu similaire, alors non pas sur le chômage, mais sur la consommation. C'était en 2015. C'était aussi en regardant les mots recherchés sur Internet et qu'on peut les trouver dans Google Trends. Et on a publié là-dessus que pour certains postes très ciblés, il y avait une corrélation intéressante entre les mots recherchés sur Internet et la consommation effective. Ça pouvait concerner les articles de sport, l'habillement ou l'équipement du foyer, mais que ça avait un apport prédictif très faible. Nous, ce qu'on trouvait, c'était que le gain sur l'erreur de prévision, à très très court terme encore une fois, était de 5 à 10%
par rapport à des modèles uniquement autorégressifs qui n'utilisaient aucune info sur une variable exogène, même pas le revenu. Donc, des modèles évidemment très, très frustrants. Donc, c'était moyennement intéressant. Et un enseignement de ces études est aussi que ces indicateurs sont très instables. On se rappelle peut-être que il y avait, à un moment donné, on avait beaucoup imaginé suivre les épidémies, c'est l'actualité, avec les requêtes sur le mot grippe flou en anglais dans Google Trends. C'est apparu pendant quelques temps comme un bon précurseur et puis ça s'est avéré totalement instable et la méthode a été abandonnée. C'est un peu la même chose sur les agrégats économiques dont je parlais. Alors pourquoi? D'abord parce que les séries disponibles sur Google Trends ne correspondent pas à un recensement, un comptage exhaustif des recherches, des termes retenus, mais c'est un échantillonnage avec des redressements qui ont peut-être leur légitimité, j'imagine, pour corriger de la diffusion croissante d'Internet et de Google comme moteur de recherche, mais des retraitements qui ne sont pas renseignés, qui peuvent introduire de l'instabilité. Après tout, l'objet social de Google, l'objectif, c'est pas la cohérence temporelle des séries, contrairement à nous, c'est pas d'éviter les ruptures de séries, c'est d'améliorer constamment le moteur de recherche, ce qui conduit forcément à une instabilité de la source élémentaire. Et puis d'autre part, l'indicateur peut surréagir à un emballement médiatique sans lien avec le réel. Alors, un inconvénient aussi de l'utilisation de Google Trends, c'est qu'on peut avoir des requêtes sans rapport avec la conjoncture. On peut taper automobile parce qu'on veut acheter une automobile, ou on peut taper automobile parce qu'on s'intéresse à un scandale qu'il y a dans le secteur automobile, sur le diesel ou que sais-je. Pour éviter cela, on peut procéder à une analyse textuelle de la presse. Si on choisit bien la presse et qu'on choisit un journal économique sérieux que tu connais, Jean-Marc, donc si on choisit la presse économique, on pense éviter un peu les emballements médiatiques. Et ça aussi, on l'a fait dans un dossier de la note de conjoncture, en extrayant un sentiment global et puis aussi un sentiment sur l'emploi dans les Échos, et de regarder qu'il y avait une relation effective entre l'évolution de l'emploi lui-même et cet indicateur. Là encore, le pouvoir prédictif est assez faible. Il peut y avoir par ailleurs une relation de circularité. Moi, j'aime citer une étude de collègues néerlandais, de l'Institut statistique néerlandais, le CBS, qui nous avait présenté il y a quelques années, à nous et aux collègues, à moi et aux collègues européens, qui avait analysé sur, je ne sais plus si c'était Google Trends ou dans la presse, je crois que c'était Google Trends, les requêtes sur les mots représentatifs du bien-être, en gros, et qui essayait de voir si, avec ça, on pouvait prédire l'état d'esprit de la population néerlandaise. Et il s'était rendu compte que c'était en fait une information assez peu intéressante, parce que le signal que ça donnait, c'était du bruit plus l'écho de leur propre publication. C'est-à-dire qu'à part l'écho médiatique des propres publications de l'Institut statistique sur le bien-être, ce qui restait, une fois qu'on avait filtré ça, c'était juste du bruit. Donc évidemment, c'est pas très intéressant. Mais bon, on continue à faire la veille dans la note de conjoncture parue hier soir et commentée ce matin dans la presse. On a regardé à nouveau dans les Échos, pour te saluer Jean-Marc, quel était le sentiment positif ou négatif dans les articles qu'on avait. Et on s'est rendu compte qu'il était beaucoup moins négatif qu'au cours du premier confinement, et surtout qu'il avait été très négatif en octobre, et qu'en novembre, il était beaucoup plus positif, peut-être en lien avec les espoirs d'arriver dans quelques mois des vaccins. Alors, il y a d'autres techniques sur le web qui dépassent un peu Google, qui s'appelle le web scrapping, consiste à aller chercher des données directement sur la toile et d'exploiter ça avec des big data. Alors ça, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est plus intéressant? Est-ce que vous avez commencé à explorer cette piste-là? Alors,
on a aussi regardé, une question qu'on se pose, si ça peut aussi se substituer à nos outils de collecte Oui, habituels. bien sûr. Les outils Notamment habituels, pour l'indice des prix. oui, ce sont les enquêtes, les relevés de terrain, et c'est les données administratives. C'est ça qu'on utilise traditionnellement dans les instituts statistiques. Et on a fait une ouverture sur laquelle je vais revenir un peu plus tard. Donc prenons par exemple la collecte des prix, parce qu'on a beaucoup parlé dans le monde des statistiques d'un projet qui s'appelle, je ne sais pas si je dois en parler au présent ou à l'imparfait, je ne sais pas s'il est encore vivace, le Billion Prices Project, qui a été développé complètement hors du champ de la statistique publique et qui a été développé pour combler des carences de la statistique publique, alors non pas en France, mais en Argentine, qui est un pays qui est notoirement fâché avec la mesure de l'inflation depuis des décennies. Il a été lancé comme projet académique en 2008, avec l'objectif de couvrir le maximum de pays. À un moment donné, il en a couvert beaucoup. Le milliard de prix relevés, donc uniquement sur Internet, a été atteint en 2010, avec plus souvent des robots qui collectent les prix. Bon, sans surprise, ça a confirmé le biais de la statistique argentine sur l'inflation, mais sur les pays les plus développés, ça n'a pas montré d'écart de biais tendanciel, ça n'a pas montré d'écart statistique avec ce que produisaient les instituts statistiques. Il y avait des écarts de quelques dixièmes jusqu'à 1%, alternativement positifs et négatifs. De fait, beaucoup d'instituts statistiques se sont mis à collecter des prix sur Internet pour plusieurs raisons. D'abord, il faut tenir compte du e-commerce. Il faut tenir compte des tarifs de plus en plus différenciés. On avait une session là-dessus présidée par Olivier Garnier, vice-président de l'AFSE hier, sur la mesure des prix. Et donc, je rappelais que par exemple, en plus de nos 160 000 relevés de prix sur le terrain, dans les magasins, quand il n'y a pas de confinement, par les enquêteurs de l'INSEE, les enquêtrices, on relève par robot 160 000 prix aussi, c'est le même nombre chaque mois, pour uniquement le transport aérien, pour tenir compte du fait que les tarifs évoluent très rapidement, et 350 000 prix collectés par robot pour le transport ferroviaire. Évidemment, ce n'était pas comme ça il y a quelques décennies. Et puis, pendant le confinement, on a utilisé les prix qu'on pouvait avoir sur la vente par drive quand les magasins étaient fermés physiquement. Mais on ne souhaite pas du tout abandonner les relevés de prix dans les lieux de vente physique, ça serait une erreur. Et donc nous, on a, plutôt que d'imaginer relever uniquement les prix par Internet, on a poursuivi une autre voie, qui est de collecter les données de caisse. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les données de caisse? C'est qu'on reçoit depuis plusieurs années, c'était un pilote et c'est en production depuis le début de l'année, et ça permet depuis janvier de mesurer un peu plus de 10% de l'indice des prix. Pour les produits qui ont des codes barres dans les enseignes de la grande distribution, on reçoit pour chaque lieu de distribution, chaque jour, la somme, l'agrégat des transactions faites par code barre, valeur et volume. Alors, ça présente l'avantage de renseigner sur les volumes en même temps que sur les prix. Ça présente l'avantage d'offrir énormément de granularité et de pouvoir, à terme, quand on aura complètement maîtrisé la source et qu'on aura un peu de temps et de moyens pour investir, de regarder des différences géographiques, par exemple, de regarder les prix du bio, de faire des choses comme ça. Ça se fait dans un cadre juridique nouveau qui a ajouté aux deux premiers piliers dont je parlais tout à l'heure de la statistique, à savoir les données administratives et nos propres enquêtes, un troisième pilier qui est les données détenues par des entreprises. Dans un cadre juridique assez contraint, il faut qu'on regarde ça au CNIS, il faut qu'on ait vérifié que l'intérêt de cette collecte était commensurable ou que ça représentait, etc., etc. Il vaut mieux qu'on fasse ça dans un cadre, disons, convivial et sans pas conflictuel avec les partenaires privés. Mais je pense que c'est beaucoup plus porteur de véritables informations et moins de biais que ce qu'on peut trouver, sur Internet. Si tu passes la diapo suivante, Jean-Marc, ah ben non, c'est moi. On va voir que
il y a l'argument classique, bien sûr, que Internet ne permet pas d'avoir une représentativité suffisamment bonne de l'ensemble des ménages, même au stade où on en est du développement des équipements par Internet et du développement des compétences des ménages. On voit sur ce graphique, sans surprise, en regardant uniquement ce qui se passe sur Internet, on va sous-pondérer les personnes âgées, sous-pondérer les personnes sans diplôme, sous-pondérer les personnes à faible revenu, sous-pondérer les personnes seules, etc. Bien. On a un autre exemple d'utilisation donc j'ai parlé des prix, on a un autre exemple d'utilisation de sources de données innovantes, mais là encore, ce n'est pas des données qu'on récupère comme ça en faisant du web scrapping, du moissonnage sur des données libres d'accès. Ce sont les données recueillies par satellite pour les statistiques agricoles ou la mesure de l'artificialisation des sols. On a un autre exemple encore qui est que de plus en plus on trouve les offres d'emploi, les emplois vacants sur Internet. On a fait beaucoup de recherches dans différents pays, au niveau européen aussi. Ce n'est pas forcément utile pour donner l'évolution de la dynamique globale des offres d'emploi et des tensions sur le marché du travail. En revanche, c'est intéressant pour renseigner sur la répartition de ces offres d'emploi et sur pour essayer de regarder quelles sont les compétences qui sont requises dans ces offres d'emploi. Donc, et là, ça peut être quelque chose qui est assez facile d'accès libre. Donc, vous voyez, on fait de la veille sur dans différents domaines, mais globalement, je pense depuis le début, et je ne change quand même pas trop d'avis, même si on va voir ce qui s'est passé plus tard dans la crise sanitaire, que l'avenir pour nous est beaucoup plus dans l'exploitation de données détenues par des entreprises qu'on utiliserait à des fins statistiques, avec pas mal de problèmes que ça pose. On pourra éventuellement revenir dans la discussion s'il y a des questions là-dessus, que sur l'utilisation de données disponibles sur le web, qui présentent beaucoup de difficultés et qui sont assez difficiles à maîtriser. Je ne vois pas, du reste, je ne vois pas d'agrégat statistique qui serait aisé de remplacer par des données disponibles sur le web. Tenez, si on regarde ce qui nous intéresse dans les comptes nationaux, les comptes d'agents, les parts des ménages, les marges des entreprises, tout ça ne va pas se trouver facilement. Vous pouvez aller sur Google et y passer plusieurs années de suite. Ça ne vous permettra pas de remplacer les comptes. Pour ce qui est de nos enquêtes, les enquêtes qu'on mène auprès des entreprises ou des ménages, elles reposent souvent sur des protocoles assez lourds, des questionnaires assez longs, car il s'agit de prendre la mesure de phénomènes assez complexes. Les critères pour être chômeur au sens du BIT, ce n'est pas quelque chose qu'on va mesurer sur Internet. C'est un protocole d'enquête, l'enquête emploi assez long. Les enquêtes sur les conditions de vie, les privations, c'est la même chose, et je pourrais comme ça détailler l'ensemble. D'ailleurs, la demande sociale, en dépit de cette révolution numérique et de ce déluge de données auxquelles on a prétendument accès, moi, je constate, par exemple, dans les commissions du CNIS ou dans les discussions avec les services, les autres directions du ministère ou surtout des autres ministères, que la demande sociale ne faiblit pas pour le type d'enquête lourde qu'on mène. Et comme nos moyens, eux, ont plutôt tendance à baisser, je dois chaque année en fait arbitrer entre plusieurs propositions. Ce sont les moyens d'enquête qui sont dimensionnants. Le développement d'Internet n'a en rien freiné la demande sur des phénomènes sociaux un peu lourds qui ne vont pas se laisser capter facilement par Internet et pour lesquels il faut des protocoles, encore une fois, d'enquête un peu ardus. Je peux vous citer quelques exemples, c'est les situations de handicap et de dépendance, la question des séparations familiales, la question qui revient toujours dans le débat public des sans domicile fixe, qui est une enquête que juste on a menée en 2012 et qu'on ne peut pas mener fréquemment pour des raisons purement de moyens. Et là, bonjour, pouvoir avoir ça avec Google.
ou avoir ça en allant chercher sur le web, des enquêtes sur les conditions de travail ou l'enquête qui est en train de se terminer sur le terrain, la deuxième édition de l'enquête Théo qui regarde les trajectoires des immigrés et de leurs descendants. Tout ça, franchement, on n'y arrivera pas en mettant au rencard nos outils. Et donc, je pense que nos outils traditionnels ne sont pas ringardisés, qu'il faut plutôt aller dans le sens de regarder les données d'entreprise, considérer qu'il y a des données d'intérêt général ou qu'on peut les utiliser à des fins statistiques sans réduire la portée marchande, sans réduire le business des entreprises considérées. C'est ce qu'on a fait, encore une fois, avec les enseignes de la grande distribution pour les prix. Et puis, quand même, quand on a des vrais sujets sur la mobilité, et là on va venir à la crise sanitaire peut-être, toutes les applications qui utilisent des services de géolocalisation donnent des possibilités intéressantes, même si par nature, elles ne donnent vont avoir le biais de n'être utilisées que par ceux qui sont branchés sur ces moteurs de recherche. Alors justement, la crise du Covid a même bousculé un petit peu tout ça, hein. Les enquêteurs ne pouvaient plus sortir de chez eux. De toute façon, dans les entreprises, il n'y avait plus personne pour répondre. J'en ai parlé un petit peu au mois de juin. Il y a une enquête qui raconte ça de manière assez fouillée d'une consoeur dans un journal du soir tout récemment. Donc ça a même été compliqué. Et l'INSEE a recouru à des outils auxquels il ne recourait pas auparavant. Il y a eu notamment, moi ça m'avait frappé, c'était l'histoire avec les données fournies par Orange qui avait permis d'évaluer de manière assez précise le nombre de Parisiens qui avaient quitté Paris. Est-ce qu'il ne va pas y avoir, même s'il n'y a pas la continuité, puisque on n'a pas, tu as évoqué tout à l'heure la discontinuité des séries sur Google, est-ce que sur un problème ponctuel, une question ponctuelle qui peut être y compris une question sociale, est-ce qu'on ne va pas même avoir des choses assez différentes? Est-ce qu'on ne va pas pouvoir, en associant les outils statistiques avec ce qui remonte du web et pas seulement de Google, est-ce qu'on ne va pas pouvoir apporter des éclairages nouveaux qu'on ne pouvait pas apporter? Et est-ce que la crise n'a pas un peu montré ça? Si, alors on l'a fait, après on va y revenir, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel du fait de l'ampleur et de la nature du choc. L'ampleur du choc nous a conduit, moi je l'ai assez commenté, et puis il y a effectivement un joli article dans Le Monde daté d'aujourd'hui, nous a conduit à changer nos méthodes et à substituer à nos grosses notes de conjoncture des petits points de conjoncture bimensuels. Hein. C'est une décision que j'avais prise le 16 mars et qu'on a tenue à peu près dans la durée en faisant une pause dans l'été. On avait forcément besoin de prendre très vite l'ampleur du choc économique et de recourir à des indicateurs à haute fréquence. À l'INSEE, on a privilégié, pour la mesure du choc national, on a privilégié les transactions par carte bancaire grâce au GIE carte bleue qu'on avait approché depuis longtemps, mais qui, là, dans la crise, a décidé avec beaucoup de réactivité de nous donner accès à ces données agrégées de manière très rapide. Dans une moindre mesure, on a regardé les consommations d'électricité, des données sur le fret ou sur le transport, etc. Mais c'est important parce que quand il s'est agi de publier le premier point de conjoncture, et on a été, c'était un peu inédit. Je pense qu'il n'y a pas d'autre institut statistique qui a fait la même chose parce qu'on a la particularité d'avoir ce métier de conjoncturiste et que les autres n'ont pas en général. Mais quand il s'est agi, donc je crois que c'était le 26 mars, de publier le premier point de conjoncture, on disait à l'époque moins 35%, bon, c'était peut-être plutôt moins 30% in fine, de pile et de consommation dans le confinement. Je ne suis pas sûr que j'aurais pris la décision de publier le chiffre si on n'avait pas été en mesure de confronter ce qui nous remontait des différentes sources traditionnelles, des enquêtes, et des remontées des fédérations professionnelles, des remontées des entreprises, de ce que nous disait aussi la Banque de France, si on n'avait pas pu confronter ça avec des données en dur, à haute fréquence, comme les données de transactions par carte bancaire qui confirmaient véritablement l'ordre de grandeur, la magnitude du choc pour ce qui concerne la consommation. C'est ça qui m'a
Il faut se rapprocher du micro, on n'entend plus là. C'est ça qui m'a décidé à publier le 26 mars. Vous m'entendez là? J'espère. Oui, Jean-Marc, vous m'entendez? Oui, mais à un moment, on ne t'entendait plus. Bien. Alors, il faut bien reconnaître que pour comparer le choc entre les pays, faute de travail équivalent, il y a une grande tentation pour combler le vide, de regarder les indicateurs de mobilité qui sont publiés par Google, par Apple, par Facebook. Et c'est vrai que c'est ce que tu viens de projeter. Le quatrième en bas à droite, c'est ce qu'on a fait nous. C'est vrai qu'ils ont de la pertinence parce qu'il s'agit, avec le confinement, de chocs très particuliers dont la première manifestation est la raréfaction des déplacements, qu'il s'agit de déplacements domicile-travail ou des déplacements dans des centres commerciaux. Et les déplacements, c'est ce que ces sociétés mesurent le mieux à travers les applications de géolocalisation. Dès qu'on a activé l'historique de sa position, Google dit qu'il est désactivé par défaut, hein, mais en fait, dès qu'on utilise la bonne application, en général, on l'active et on ne le désactive plus après. Voilà, mais enfin, quand même, il y a des… je ne sais jamais exactement quelle est la proportion de gens qui l'ont actif. On ne sait pas grand-chose, d'ailleurs, j'y reviendrai sur la manière dont ces indicateurs sont construits. Les indicateurs qui sont en haut, qui sont positifs, c'est les indicateurs de présence sur le lieu de résidence, hein, pour Google et pour Facebook. Et puis les indicateurs qui sont négatifs et qui chutent drastiquement en mars avant de remonter progressivement, et surtout au cours du mois de mai, autour de la date de déconfinement, c'est les déplacements dans les lieux de travail, la prise des transports en commun ou les déplacements dans des locaux commerciaux. Moi, je vais quand même oui, insister un petit peu sur… et puis on voit, pardon, la nouvelle baisse de ces indicateurs récemment avec les couvre-feux dans certaines zones du pays et puis le deuxième confinement. Ou le second, je ne sais pas. Il faut signaler que la méthodologie de construction de ces indicateurs est inconnue. C'est pas un petit détail. À ce petit détail près, la documentation à l'usage des utilisateurs est très bien faite et il est donne d'ailleurs pas mal de signaux de prudence. Si je cite deux citations de ce que on peut trouver sur Google Mobility, hein. Ces données représentent un échantillon de nos utilisateurs. Elles ne reflètent donc pas nécessairement le comportement exact d'une population plus importante. De fait, on ignore si les données sont dressées, si oui, comment elles le sont. Seconde citation, éviter de comparer des lieux entre plusieurs régions. Les régions peuvent présenter des différences locales au niveau des données, ce qui peut induire en erreur. Nous ne recommandons pas d'utiliser ces données pour comparer les variables entre pays. Fin de citation. Pour rappel, Apple Mobility, les données sont générées non pas à partir de la cartographie, mais à partir des recherches d'itinéraires qui sont faites dans l'application Apple Plan. Et là, je dois dire que le fort accroissement de l'utilisation de la voiture, hein, c'est le graphique qui sort de l'échelle, c'est la courbe qui sort de l'échelle en haut à droite, à l'été est assez singulier. Et la citation, cette fois sur Apple, c'est « Comme Apple Plan ne recueille pas de données démographiques sur ses utilisateurs, il est impossible de dire si les chiffres issus de l'application sont représentatifs de l'ensemble de la population. » Donc, pour un usage statistique, c'est quand même un vrai problème. Facebook fournit un avertissement similaire. On voit quand même que ça donne des choses qui sont assez intéressantes. Nous, le travail qu'on a fait à partir de l'offre commerciale Fluvision d'Orange, qu'Orange a eu la gentillesse de nous mettre en accès gratuit, hélas uniquement pendant 3 mois, de mars à mai, on voit bien le même genre de courbe, un choc brutal et puis une remontée progressive et un peu plus. Voilà, tout est en avril et plus accusé au cours du mois de mai. Donc, il y a sans doute un peu de robustesse à ces indicateurs. Quand même on les compare, alors peut-être, je ne commenterai pas en long en large ce graphique, mais il sera sans doute accessible pour ceux qui le veulent. Hein. On a là mis sur les différentes périodes ce que donnent les indicateurs des différentes sources, des 4 sources que je citais précédemment, en mettant dans la même couleur, par exemple, lieu de résidence, c'est en rouge. Donc on voit que selon qu'on regarde Facebook ou Google, qui tous les deux essayent
te donner un chiffre sur la présence dans ce lieu de résidence, on a quand même un ordre de grandeur, on a le même genre qualitativement, on a des choses similaires, mais on a quand même des chiffres qui sont pas du tout convergents. Regardez pour le confinement, la courbe rouge en haut à gauche. Regardez aussi ce que, j'en parlais à l'instant, ce que Apple dit sur les déplacements en voiture de l'été. Jean-Luc, il va falloir que tu concentres un petit peu maintenant. Bon, bah, je ne suis pas très loin de la fin, tu sais. Voilà. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé l'indice de Google Mobility avec les données de vente au détail. Donc, Google Mobility sur le retail, hein, ce qu'ils appellent retail, avec les données des ventes au détail publiées par les instituts statistiques dans les différents pays. Bon, bah, ça marche, oui et non, quoi. On voit un peu le même genre de courbe. On se dit qu'on se dit que ça permet de faire des comparaisons internationales. On voit quand même qu'il y a des différences entre les pays où ça marche mieux, genre France, Italie, peut-être même Espagne, et les pays où il y a un biais un peu systématique, Allemagne, Pays-Bas, Royaume-Uni. Donc, l'homogénéité est encore à documenter. À signaler quand même qu'on a, et on en parle dans le point de conjoncture publié hier, on a une remarquable corrélation entre l'indice Google Mobility Residential, donc ce que dit Google sur le temps passé à son domicile, et le PIB mensuel pour la France. Alors ça, c'est singulier, vraiment singulier, et ça marche pas si mal pour les autres pays aussi. Je ne sais pas quelle conclusion il faut en tirer. Est-ce qu'on tient là un formidable indicateur anticipé du PIB? Est-ce que c'est une coïncidence? Ou est-ce que, parce qu'évidemment, on ne sait pas comment il s'est fait, Google a utilisé si on a l'esprit un peu chagrin ou méfiant, utilisé dans la construction de cet indice des méthodes de machine learning qui ont d'une manière ou d'une autre fait rentrer dans la boîte l'information que donnaient les indicateurs conjoncturels et que ça a permis plus ou moins de les talonner, peut-être pas de manière consciente, je n'en sais rien. Mais c'est impossible à savoir parce que, évidemment, en ces périodes où le temps de travail, le télétravail se développe, je ne pense qu'il serait curieux que le temps passé chez soi puisse à lui seul permettre de prévoir l'activité. Il y a d'autres indicateurs, il y a eu énormément d'innovation, il y a eu un saut dans la presse d'idées avec des startups ou des boîtes plus confirmées pour essayer d'utiliser des sources innovantes. Encore une fois, dans les échos, toujours sur rendre hommage, Jean-Marc, il y a un indicateur, je crois, qui s'appelle Kairos, qui était publié plus ou moins par Ernst & Young, qui a été publié en J'ai eu un problème de connexion, je crois. Oui, on t'avait perdu. Bien. Il va falloir, Jean-Luc, que tu voilà. Qu'est-ce que tu en retiens en 2 phrases? Non, j'en retiens en 2 phrases que la crise a été exceptionnelle par sa nature, par son ampleur, et comme elle a joué énormément sur les déplacements et qu'il y avait une corrélation forte entre des indicateurs qui peuvent nous intéresser et des chocs sur les déplacements, on a là dans la crise à raison regardé ces indicateurs. Pour autant, ça peut pas se substituer à nos outils habituels parce qu'on n'en dérive pas facilement des agrégats économiques. Rien ne permet, hélas, d'affirmer que la comparabilité entre les pays est assurée. C'est possible, mais on n'en sait rien. Encore une fois, ce sont des boîtes noires. Et en régime de croisière, hors situation de choc d'ampleur telle, je pense qu'il y a beaucoup trop de bruit pour que ce type d'indicateur puisse être exploitable et remplacer ce qu'on a d'habitude comme outillage. Alors ça nous amène à la première question, qui est, tu as parlé uniquement de data et pas d'intelligence artificielle. Tu en as parlé juste un petit peu à l'instant.
est-ce que il y a pas, est-ce que l'intelligence artificielle ne va pas justement pouvoir permettre de surmonter ce bruit, hein? C'est-à-dire que dans tout ce qui remonte d'Internet et de Google en particulier, il y a beaucoup de bruit. Tu l'as évoqué à plusieurs reprises. Est-ce qu'on ne va pas avoir des progrès absolument majeurs qui vont être faits là? Et je rajouterais une question plus bête, ça c'est une question d'un d'un participant, je la compléterai en disant, est-ce que Google n'est pas en train de faire ce travail sans que vous le voyez? Ils ont un chef statisticien qui est un économiste tout à fait confirmé et reconnu, qui s'appelle Alvarian. Ils ont beaucoup de gens qui travaillent derrière. Est-ce qu'on ne risque pas de voir soudain Google faire des choses qui sont beaucoup plus pertinentes que tout ce que tu as décrit jusqu'à présent? C'est possible, c'est possible, je n'en sais rien en effet. Encore une fois, c'est pour l'essentiel des boîtes noires. Le modèle économique de Google n'est pas de faire de la statistique, c'est quand même un boulot qui prend un peu de moyens, d'énergie, mais ça peut être un produit fatal intéressant. On voit bien en tout cas que faire ces indicateurs Google Mobility, c'est pas quelque chose qui leur coûte tant qu'ils puissent pas faire du bien public en corollaire de leur activité marchande. Mais comment dire, toute une autre question qui portait sur l'utilisation de méthodes d'intelligence artificielle, nous on les pratique bien sûr, on a des data scientists à l'INSEE, et quand je dis qu'on exploite, qu'on fait de la veille, on a nous-mêmes des méthodes d'intelligence artificielle, mais l'instabilité dont je parlais, les problèmes de représentation, etc., ils ne se laissent pas facilement corriger par de l'intelligence artificielle. C'est pas, si la donnée de base est un petit peu viciée ou si elle ne correspond pas vraiment à ce qu'on attend, les méthodes d'intelligence artificielle ne vont pas plus que l'économétrie d'antan permettre de corriger facilement le problème initial. Alors, autre question, la statistique a toujours été publique, c'est même dans son étymologie, hein, le stat, c'est l'État. Or là, on voit bien qu'il y a des acteurs privés qui vont jouer d'une manière ou d'une autre un rôle beaucoup plus important, hein. Tu as évoqué les données de caisse, tu as évoqué les données des opérateurs de télécom. Est-ce qu'il n'y a pas une question qui peut se poser d'accessibilité? Tu as parlé du prix, enfin que Orange t'avait donné les données gratuitement pour 3 mois. Comment ça... On voit bien qu'à la fois ces données privées vont devenir de plus en plus importantes et qu'il y a une vraie question d'accessibilité. Est-ce que le législateur peut régler ça? Comment ça va ça? Oui, alors, je dirais il y a deux sujets. Il y a ce sujet d'accessibilité, puis il y a le sujet d'avoir, parce qu'il peut y avoir des acteurs privés qui font de la statistique, mais il faut une concurrence loyale. Alors, sur le premier sujet, on a donc cet article de loi dans la loi pour la République numérique qui nous permet d'avoir accès, comme je disais tout à l'heure, aux données privées. On l'a utilisé pour les données de caisse. Et moi, je pense qu'il y a de l'avenir à l'utiliser pour des données bancaires, pour des données de téléphonie mobile, pour des données sur la mobilité, sur les transports, etc. C'est toujours compliqué, hein, c'est toujours compliqué d'un point de vue juridique, c'est compliqué d'un point de vue commercial. Orange, c'est une activité marchande, hein, l'exploitation de la donnée, par exemple, donc c'est un sujet. On a aussi des directives qui sont très protectrice des libertés individuelles, qui fait que, par exemple, la directive e-privacy actuellement ne nous permet pas de stocker des données élémentaires de téléphonie mobile, ne serait-ce que pour les utiliser à des fins statistiques. Alors qu'on a démontré notre capacité à garder la confidentialité de tout ce qu'on a, mais aujourd'hui, les directives sont tellement protectrices que c'est pas facile de bosser sur la donnée élémentaire. Et de fait, il peut y avoir des interventions législatives pour essayer
on voit bien dans la crise, moi j'aurais des propositions pour essayer de développer ce qu'on appelle les données d'intérêt général qui peuvent servir notamment aux fins statistiques, mais c'est jamais des sujets très simples. Le deuxième point que ta question me fait penser, c'est que bien sûr, moi, l'INSEE ne prétend pas avoir un monopole et c'est très bien que des acteurs privés essayent de produire de l'information. Le problème, c'est qu'il faut que la concurrence soit fair, parce que nous, évidemment, on essaye de documenter complètement et on peut complètement dire ce qu'on a fait de la donnée élémentaire, comment on l'a fait, etc., etc. Et on n'essaye pas de faire du sensationnalisme, on essaye simplement de publier les choses telles qu'on les mesure. Si on a des acteurs qui veulent faire un coup ou qui ne documentent pas ce qu'ils font et que ça reste des boîtes noires, là, je pense qu'on a un réel problème. Donc, on a une réflexion depuis longtemps pour savoir si on peut proposer un service aux acteurs privés en leur demandant on va analyser votre documentation, on va la publier, on va dire si vous répondez à quelques principes du code de bonne pratique que nous on s'applique sur la statistique. C'est pas quelque chose qui marche spontanément du feu de Dieu, quoi. Les gens se précipitent pas au guichet pour faire ça. On va peut-être terminer sur une question sur Facebook. On a parlé de Google, mais Facebook, il y avait un chercheur qui avait montré il y a quelques années que avec 10 likes, Facebook connaissait mieux quelqu'un que son voisin de bureau ou que son camarade de classe, qu'avec 70 likes, il le connaissait mieux que ses amis, 150 likes mieux que ses parents et 300 likes mieux que son conjoint. Est-ce que tu penses que c'est comme Google, c'est-à-dire que c'est que de la donnée individuelle et il n'y a pas moyen de faire des exploitations statistiques un peu larges de ça, ou c'est d'une nature différente? Non, je ne serais pas aussi extrême. Je pense qu'évidemment, l'intérêt pour ces boîtes, c'est de connaître ce qui nous intéresse pas, ce qui est normal que ça ne nous intéresse pas, qui est de connaître les personnes individuellement. Si ce n'est que ça peut expliquer et entraîner un certain nombre de choix, un certain nombre de choix économiques, de consommation, par exemple. Je n'avais pas fini. Il y a bien quelques comportements sociaux que ça permet sans doute de documenter d'un point de vue statistique en agrégeant cette information. Mais si tu regardes la liste que j'ai faite tout à l'heure de sujets sur lesquels on nous demande de faire des enquêtes, qui parlent peut-être du handicap, qui allaient aux trajectoires des immigrés, etc., je vois pas trop. Il y a sans doute des choses. Par exemple, moi, ça fait longtemps que je me dis qu'avec LinkedIn, on pourrait avoir des choses intéressantes sur le devenir des étudiants et leur mobilité et leur départ à l'étranger, etc., etc. C'est pas forcément évident. Ça fait des années qu'on veille un peu là-dessus. Il y a sans doute des choses, mais c'est quand même un peu une minorité de sujets parmi ceux qu'on nous demande de documenter, me semble-t-il. Parce qu'on nous demande de documenter des faits sociaux qui quand même nécessitent évidemment à l'origine de l'émergence du système statistique, mais tout de même, avec ces outils, est-ce qu'il n'y a pas moyen de répondre à des questions qu'on ne s'était pas posées parce qu'on savait qu'on ne pouvait pas y répondre, parce qu'on n'avait pas les outils pour y répondre? Et ce qui se passe sur Internet ne va-t-il pas permettre de regarder des endroits où on ne regardait pas parce qu'on savait qu'on ne pouvait pas avoir la lumière? Ça, c'est l'histoire des clés sous le réverbère. Il y a un réverbère statistique qui existe depuis longtemps et qui est puissant. Et on ne regarde pas à côté parce qu'on sait qu'on ne pouvait pas avoir la lumière. Est-ce que là, il y a même pas des endroits où il va pouvoir y avoir des éclairages inattendus, insoupçonnés?
Peut-être. Je ne vois pas intuitivement. Prenons par exemple la question de la. J'en parlerai ce soir, puisqu'il y a un sujet cher à Jacques Mistral, il y a un sujet solidarité et efficacité ce soir. Le réverbère, c'est beaucoup les inégalités statiques de revenus. Notre problème, c'est de la mobilité sociale, c'est la mobilité intergénérationnelle, c'est éventuellement d'inégalité qui vient par des problèmes d'accès à l'information. Moi, je vois bien le réverbère, je vois bien là où il faudrait chercher. Je ne vois pas forcément comment combler ça par les GAFAM. Mais peut-être que ça se creuse. Je ne peux pas te répondre à un nom définitif, mais le jury est out, on va dire. Bon, bien, ben Jean-Luc, merci de ces réflexions, hein. On a bien compris que Google en savait pas plus sur les Français que l'INSEE. Il en sait peut-être un peu plus sur chacun d'entre nous, mais au fond, ça n'est pas très important. Je caricature bien évidemment. J'espère qu'on Mais pourra. je conclurai quand même, Jean-Marc, en disant Oui. qu'on sait à peu près ce que l'INSEE, c'est des Français, parce que l'essentiel est public, Oui. ou ce qui n'est pas public est accessible aux chercheurs. On ne sait pas trop ce que Google, c'est des Français, en fait. Oui, mais c'est une très bonne. D'où la difficulté parfois à répondre à tes questions. C'est une très bonne Voilà, donc conclusion. problème de transparence. Bon, il n'y a pas de mode Merci. d'applaudissement par Zoom, je n'ai pas encore trouvé. Merci Jean-Luc. Nous passons maintenant au troisième temps de cette session. Donc, je vais demander à Antonia Lopez Villavicencio de se rebrancher, voilà, pour qu'on puisse passer donc à la remise du prix de thèse AFSE, hein, c'est le plus ancien prix de l'AFSE, il est remis depuis 1953 et donc nous avons un ou peut-être même plus d'un lauréat 2020. Antonia, c'est à toi la parole. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, bonjour à tous. Merci Jean-Marc et merci aux organisateurs de GECO de nous permettre de remettre les prix de la AFSE aujourd'hui. Alors, donc, j'ai l'immense privilège de pouvoir présenter les deux lauréats du prix de thèse de l'AFSE 2020. Alors, donc, je vous rappelle rapidement tous les thèses qui ont été soutenues en France entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 pouvaient concourir. Alors, le jury est composé d'une quinzaine de membres du comité directeur de l'AFSE et chaque soumission de thèse est rapportée par 12 arbitres. Il y a une shortlist qui est de nouveau rapportée. Et donc, bon, cette année, le jury a décidé que les prix allaient être décernés ex aequo à Laura Coury et Thomas Jarelka. Et Jean-Marc, je ne sais pas si tu peux montrer les diplômes, sinon... Non, je ne peux pas les montrer, j'ai un problème. Si toi, tu peux le faire, et je ça ne sais serait pas bien. comment je partage, en fait. Parce Alors, que tu as une petite icône écran partagé en bas. D'accord. Tu appuies dessus. Et je vais... Et tu vas chercher ton fichier. OK. Et alors... Voilà. Et alors, donc, je commence comme je disais, donc, le jury a décidé de décerner les prix ex aequo à Laura Coury et Thomas Jagelka. Et alors, donc, rapidement, et après, je vais laisser la parole au lauréat. Et Laura Coury a réalisé sa thèse intitulée Optimal Unemployment Insurance and On-the-Job Behavior et sous la direction de Luc Béagel à l'École d'économie de Paris. Alors, cet excellent travail se concentre sur l'impact de l'assurance chômage sur les comportements des employeurs ou des travailleurs encore en activité. Mais bon, je vais laisser Laura nous expliquer un peu plus en détail. Et par rapport à Thomas, donc la thèse, cette excellente thèse aussi intitulée Preferences, Ability and Personality, Understanding. Je vais mettre les diplômes de Thomas. Understanding Decision Making Under Risk and Delay a été réalisé sous la supervision de Christian Belsil à l'École Polytechnique. Donc, rapidement, c'est un
un excellent travail de très haute qualité qui s'inscrit surtout dans les domaines de la microéconomie appliquée avec des intérêts en économie expérimentale, économie comportementale, pardon, et organisation industrielle. Alors, donc, je termine par dire que le jury a été vraiment impressionné par la qualité, la originalité et la richesse des deux travaux réalisés. Donc, bravo Laura, bravo Thomas. Je vous laisse la parole. Peut-être qu'on commence par Laura. Oui, juste une précision, Laura. D'abord, bravo et merci de commencer par nous dire où est-ce que vous êtes. Oui, bonjour à tous et d'abord merci beaucoup pour ce prix. Je suis très heureuse, très honorée de le recevoir. Merci au jury de l'AFSE et merci Antonia pour cette présentation. Je suis actuellement en post-doctorat en Norvège, donc comme vous pouvez peut-être l'apercevoir à travers la fenêtre avec un temps très norvégien aujourd'hui, voilà, à la Norwegian School of Economics. Je vais vous résumer en quelques minutes mes travaux de thèse pour lesquels ce prix m'a été décerné. J'ai réalisé ma thèse à l'École d'économie de Paris sous la direction de Luc Beagel, que je remercie également pour tout son soutien. Et dans cette thèse, je me suis intéressée aux effets de différents paramètres de l'assurance chômage sur le marché du travail. En effet, les dépenses d'assurance chômage et la recherche de dispositifs incitant la reprise de l'emploi sont souvent au cœur du débat public. Et pourtant, l'effet de différents paramètres de l'assurance chômage sur le comportement des travailleurs et des employeurs reste partiellement connu. Donc, la littérature a maintenant accumulé de solides preuves empiriques montrant que des allocations chômage plus élevées ou distribuées sur une durée plus longue tendaient à accroître la durée du chômage. Et dans mes travaux, je me suis intéressée à d'autres mécanismes possibles de ce lien entre assurance chômage et marché du travail, en me concentrant sur le comportement des personnes en emploi, et donc pas seulement des chômeurs, et des employeurs. Donc, dans 2 de mes chapitres de thèse, je montre que les employeurs et les travailleurs réagissent aux incitations créées par l'assurance chômage dans leur comportement de rupture d'emploi. J'utilise 2 dispositifs qui créent des discontinuités dans soit le niveau des allocations chômage, soit l'éligibilité aux allocations chômage, au niveau de seuil d'ancienneté dans l'emploi ou bien d'historique de nombre de jours travaillés. Et dans les 2 cas, j'observe qu'il y a des phénomènes de planification stratégique de la date de rupture de contrat pour coïncider avec ces seuils et ainsi maximiser le montant des allocations touchées. Dans ces 2 cas, on observe cette planification et les résultats suggèrent qu'il y aurait dans certains cas des phénomènes d'entente entre employeurs et employés pour extraire une rente de l'assurance chômage et la partager. Dans le cas des critères d'éligibilité, nous montrons avec des co-auteurs que lorsqu'il y a une réduction du nombre de mois de travail nécessaires pour être éligible aux allocations chômage, on observe une augmentation du nombre relatif de contrats courts qui vont coïncider avec la nouvelle condition d'éligibilité. Donc, dans ce contexte, on observe que les incitations créées par l'assurance chômage ont un effet sur la structure agrégée des contrats, au-delà même des seuls bénéficiaires de l'assurance chômage. Et donc, après m'être intéressée à l'effet de la quantité d'assurance chômage sur le marché du travail, je pose la question plus fondamentale de quelle forme doit prendre cette organisation. Puisqu'on observe dans la plupart des systèmes que l'assurance chômage est organisée de façon publique et qu'elle impose un système de prestations unique. L'argument théorique qui sous-tend cette organisation est celui de la sélection adverse, qui a été démontré théoriquement par Akerlof, Rothschild et Stiglitz. Mais le fait même de ne pas pouvoir observer de choix d'assurance nous empêche de montrer la pertinence empirique de cet argument. Donc, ce que je fais, c'est que je vais aussi exploiter un programme de l'assurance chômage française dans lequel, sous certaines conditions d'éligibilité, certains travailleurs peuvent choisir entre 2 barèmes de prestations. Et donc, en termes simplifiés, ils vont choisir entre des prestations en moyenne plus élevées sur une durée plus courte ou bien des prestations en moyenne plus faibles sur une durée plus longue. Et je vais relier les choix d'assurance que j'observe
au risque initial du travailleur pour montrer qu'il y a bien de la sélection adverse dans ce contexte. Et je relie également les choix observés aux performances futures sur le marché du travail à l'aide de méthodes quasi expérimentales. Donc, je peux ainsi montrer qu'il y a à la fois de la sélection adverse et de l'aléa moral dans le contexte de l'assurance chômage. Donc, pour conclure, dans ces travaux, j'ai tenté d'élargir la littérature sur l'assurance chômage optimale en examinant d'autres marges d'ajustement des comportements des travailleurs et des employeurs. Et donc, je me suis aussi attachée à décrire l'hétérogénéité des effets observés, en particulier sur les personnes les plus en difficulté sur le marché du travail. Donc, j'espère ainsi contribuer à une meilleure compréhension des systèmes d'assurance chômage et participer à la réflexion sur les politiques publiques dans ce domaine. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est un travail à la fois théorique, appliqué et en plein dans l'actualité. C'est tout à fait intéressant. Je dois souligner qu'il est rare que l'AFSE décerne des prix ex-aequo. C'est donc la discussion a dû être particulièrement animée et que les travaux sont d'une qualité impressionnante. Et donc, on va maintenant entendre l'autre lauréat à qui je donne la parole en lui demandant aussi de nous dire d'où il nous parle. Bonjour Jean-Marc. Donc, je suis à présent en Slovaquie. Je suis senior postdoc à l'Université de Bonn. Je travaille avec Thomas Domen à ces traitements. Et là, avec le Covid, je travaille à distance. Nous vous écoutons. Racontez-nous votre thèse en 5 minutes aussi. Très bien. Et j'aimerais tout d'abord remercier le jury de la FSE pour m'avoir attribué ce prix prestigieux, ainsi que tous ceux qui m'ont accompagné pendant ma thèse. Donc, je pense notamment à mon directeur de thèse, Christian Belzile, à tous ceux qui étaient avec moi à l'École Polytechnique Crest, et aussi à mes 2 membres de jury extérieurs, John Rust et Doug Steiger. Je vais maintenant très brièvement vous parler de ce que j'ai fait pendant ma thèse. Je vais commencer par une introduction globale de mon sujet, et puis je vais vous élucider comment je l'ai traité. Il n'y a pas si longtemps, les capacités intellectuelles étaient considérées comme la principale composante du capital humain. Or, on sait maintenant qu'aussi d'autres compétences sont importantes et prédisent un large éventail de résultats économiques. Alors, quel est le nombre d'attributs fondamentaux indépendants nécessaires pour expliquer les différences entre les hommes? Les premières tentatives visant à relier les modèles économiques et psychologiques d'explication des déterminants du comportement humain n'ont pas abouti. Il restait à savoir si ce résultat nul témoignait d'une indépendance réelle entre les concepts examinés ou s'il était dû au problème notoire de mesure de variables latentes et inobservées pour lesquelles seuls des indicateurs approximatifs sont disponibles. Dans mes travaux de thèse, j'examine en plus de profondeur cette deuxième hypothèse. J'utilise un modèle économétrique qui permet notamment de détecter et de corriger le bruit contenu dans des données expérimentales. Je fais alors la distinction entre le bruit provenant des erreurs de décision à cause d'un manque d'attention, d'une part, et des choix incohérents causés par une connaissance de soi imparfaite, d'autre part. Je montre que le premier est corrélé aux différences dans l'aptitude cognitive des gens, et le deuxième aux différences de conscienciosité. Dans le premier chapitre de ma thèse, je reproduis d'abord l'absence de résultats probants des travaux antérieurs en repliquant leurs techniques, et ensuite je montre qu'un traitement soigneux du bruit contenu dans des choix observés permet d'établir le lien supposé entre les préférences économiques et les traits de personnalité utilisés par les psychologues. Un résultat général émerge que j'aimerais souligner, que les différences de traits de personnalité expliquent les différences de préférences sous-jacentes, tandis qu'une capacité cognitive plus élevée permet de faire des décisions qui sont plus cohérentes avec ces préférences sous-jacentes. Dans le second chapitre, j'analyse en profondeur les attributs empiriques du modèle dit de préférence aléatoire, le Random Preference Model. J'emploie ce modèle dans ma thèse car il a été récemment démontré que le modèle concurrent, dit de l'utilité aléatoire additive, the Additive Random Utility Model,
qui était quasi exclusivement utilisé dans la recherche structurelle précédente sur les préférences, ne respecte pas des conditions théoriques de base souhaitables dans un modèle de décision en situation de risque. D'une part, je démontre que l'incohérence observée augmente avec la complexité de la tâche expérimentale à cause d'une propension accrue de faire des erreurs. De l'autre part, le degré estimé d'instabilité des préférences reste invariable avec la complexité d'une tâche et semble donc refléter un attribut plus fondamental d'une personne, vraisemblablement le degré de connaissance de soi. Mes paramètres structure estimés expliquent bien les données, et à partir de ces paramètres, je propose un indice de cohérence qui permet de prédire la tendance des gens à faire des décisions contradictoires. J'estime que si on ne prend pas en compte le bruit contenu dans des tâches expérimentales, on risque d'obtenir des estimations biaisées du coefficient de l'aversion au risque de l'ordre de 50%. Et j'interprète ces résultats comme une indication qu'une bonne conception expérimentale peut parfois remplacer l'utilisation d'un modèle économétrique complexe, mais qu'il est risqué d'y compter sans avoir au préalable effectué une analyse soignée. Comme je dis, je suis maintenant postdoc à Bonn. Je continue à approfondir les sujets étudiés pendant ma thèse. Avec Thomas Domen, à présent, on étudie l'impact des incitations sur des mesures qualitatives des différences entre les hommes. Et je continue aussi à creuser avec mon ancien directeur de thèse, Christian Belzile, l'impact de la conception expérimentale sur le bruit contenu dans les décisions observées. Et finalement, j'ai le privilège de travailler avec Jim Heckman, qui m'a proposé une collaboration pour étendre ma méthodologie afin d'incorporer un plus large éventail de compétences et de préférences. Ensemble, on a lancé un projet de long terme à Chicago qui vise à déterminer le nombre et la nature des compétences nécessaires pour le succès à l'école, au travail et pour la santé physique et mentale. En février, nous avons complété la première collecte de données juste avant l'arrivée du Covid. Bien, merci Thomas. Travail plus théorique, mais en même temps aussi très important. Il y avait 3 éléments dans cette session et je craignais qu'elle soit un petit peu disparate. Et en fait, je me rends compte que c'est formidablement homogène, autour notamment de la relation entre l'économie et la philosophie politique, à la fois à travers les livres qui nous ont été présentés en ouverture, les propos de Jean-Luc Tavernier, et puis les 2 thèses qui nous sont présentées ici. Ça nous montre une économie, une science économique qui est en plein mouvement, qui est ouverte, que je trouve passionnante. Et je vous remercie tous pour nous avoir raconté, fait vivre ça de manière très différente. Au revoir à tous et rendez-vous pour les sessions suivantes des Journées de l'économie. Merci Jean-Marc. Merci à tous.